maintenant. Recording in progress. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça donc vous entend. Est-ce qu'on peut commencer la présentation? Juste, on a un petit souci, donc on est en train de régler. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on attend un tout petit peu. Ok. D'accord. Bonjour, Oustad. Oui, bonsoir. On peut commencer? Allez-y, allez-y. D'accord, donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter donc, le cours aujourd'hui portant sur la bicuspidie aortique. Donc,
On va aborder le plan suivant, donc une introduction, un mot sur l'historique, donc l'épidémiologie, l'embryologie. Après, on passe à l'éthiopathogénie et la physiologie, donc, puis l'anatomie lésionnelle et la classification anatomique. Par la suite, on passe au diagnostic positif, là où donc, on va se retarder un peu pour donc, détailler un peu les différents outils diagnostiques. Ensuite, un mot sur deux situations un peu particulières qui sont la bicuspidie et grossesse et la bicuspidie et pratique du sport. Donc, puis le traitement et enfin une brève conclusion. Donc, la bicuspidie aortique est l'anomalie cardiovasculaire congénitale la plus fréquente. Elle est définie par la présence au niveau valvulaire de seulement 2 sigmoïdes aortiques en lieu et place de 3 habituellement. Donc, dans 35% des cas, les patients développent des dysfonctions valvulaires ou des pathologies aortiques. Donc, passons maintenant à l'histoire naturelle de la bicuspidie aortique. Donc, la première description de la bicuspidie aortique a été attribuée à Leonardo da Vinci donc, au XVIe siècle, en la signalant en tant que variante de la valve anatomique normale. Donc, elle figure sur l'une des planches donc, de descente de la valve aortique et de l'aorte de cet anatomiste conservé donc, dans la collection de la couronne britannique. Donc, on va passer à l'épidémiologie. Donc, la bicuspidie aortique est la plus fréquente des cardiopathies congénitales avec une prévalence de 0,5 à 2% de la population générale. Donc, on retrouve une nette prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,8 à 4 hommes pour une femme, selon donc cette étude publiée dans le JACC en mars 2004, montrant la prévalence de la bicuspidie après les études autopsiques. Donc, passons à l'embryologie. On ne connaît pas les mécanismes exacts qui déclenchent le développement de la bicuspidie aortique. Donc, certains chercheurs ont impliqué une composante donc, anormale des cellules de la crête neurale comme une étiologie possible. Donc, les promoteurs de cette théorie notent que la bicuspidie est associée à des malformations congénitales de la crosse aortique et des dérivés du système de la crête neurale. Donc, ce schéma-là explique le développement de la valvulogénèse des valves sémilinaires. Donc là, c'est un coupe transversale passant par le tronc artériel avec 4 remplements à J35 de développement embryonnaire. Donc, à J42, le tronc artériel se divise pour donner l'aorte et l'artère pulmonaire, donc, qui se séparent donc, ayant chacun 3 valves. Donc, quand deux restent fusionnés au niveau, donc là, c'est là où il y a une bicuspidie aortique. On passe maintenant à la physiopathologie de la bicuspidie aortique et son éthiopathogénie. Les études Cripp-Lascalzo et la série de binaires, donc ces 3 études ont confirmé la part génétique dans le développement de la bicuspidie aortique avec une transmission autosomique dominante à pénétrance variable. Donc, il n'y a pas de mutation spécifique identifiée, mais il y a quelques gènes donc, qui ont été identifiés comme le Notch1, qui sont responsables d'anomalies lors de l'embryogénèse, d'anomalies de différenciation cellulaire, d'une dysfonction endothéliale et un rôle dans l'inflammation responsable de dépôts calciques. Donc, quel aspect microscopique et quel est le rôle donc, de la biologie moléculaire? Sur le plan histochimique, on observe une perte donc, des microfibrillines, notamment la fibrilline 1, dans la matrice extracellulaire des valves aortiques bicuspides, mais aussi dans la paroi aortique. En cas de valve aortique normale, tricuspide, les microfibrillines, notamment la fibrilline 1, donc, amortent les cellules musculaires lisses à la matrice d'élastine et de collagène adjacente. Donc, par contre, en cas de valve bicuspide, le déficit en fibrilline 1 provoque donc un détachement des cellules musculaires lisses de la limitante élastique, induisant un relâchement donc, des métalloprotéases matricielles, une distribution de la matrice extracellulaire, la mort cellulaire par phénomène d'apoptose, et ainsi donc la perte du support structural de l'élasticité aortique. Quelles lésions anatomiques s'observent-ils en cas de bicuspidie aortique? Donc, pour l'anatomie lésionnelle, on observe donc dans 40% des cas une dysfonction valvulaire associée, dont 75% c'est des sténoses aortiques. Donc, l'âge moyen de rétrécissement aortique sur bicuspidie, c'est donc 60 ans.
En fait, l'ouverture non physiologique, elle est due à des turbulences, des altérations progressives des tissus valvulaires, des épaississements, fibrose, adhérence, des calcifications des cusps. Donc, ce qui fait que la dégénérescence, elle est plus précoce donc, en cas de bicuspidie aortique. Donc, il y a une association possible. Il y a une association donc possible, avec des dilatations anévrismales de l'aorte ascendant dans 50% des bicuspidies avec fonction valvulaire normale. On peut observer une dilatation de l'aorte avec un haut risque de dissection. En fait, l'atteinte de l'aorte, elle est donc indépendante de la fonction valvulaire, d'où c'est considéré comme une aortopathie plutôt qu'une simple valvulopathie. Dans les guidelines donc 2020, il y a une classification selon la complexité de la cardiopathie congénitale et la bicuspidie, donc, elle est considérée comme une cardiopathie congénitale à complexité minime. Pour l'anatomie lésionnelle, donc, on observe dans 40% des cas, une dysfonction valvulaire associée, donc 75% sont des sténoses aortiques. Là, je peux venir un peu. Donc là, on va passer à la classification plutôt, à la classification anatomique. Il y a plusieurs classifications qui ont été proposées dans la littérature et la classification anatomique proposée par Sievers en 2007 est actuellement la plus utilisée. Donc, elle est basée sur des critères, un critère majeur, deux critères mineurs. Les critères majeurs donc, est basé sur le nombre de râpés. S'il n'y a pas de râpé, donc c'est le type 0. S'il y a un seul râpé, c'est le type 1 ou c'est le type 1 ou s'il y a deux râpés, donc c'est le type 2 ou considéré comme unique speed. Donc, les deux critères mineurs, c'est basé sur la position des cusps et la dysfonction valvulaire associée. Dans le sous-catégorie de type 1, donc, où il y a un seul râpé, on a trois sous-catégories selon la fusion commissurale. Donc, il y a une fusion entre la cuspide gauche et la cuspide droite. Donc, c'est le type le plus fréquent. Donc, il représente 71% des cas. Dans cette catégorie, donc, on retrouve plus de sténose que des fuites. Dans le type 0, où il n'y a pas donc de râpé, de ce fait, donc l'ouverture valvulaire elle est réduite, comme dans cette image-là, à gauche. Donc, par conséquent, l'évolution elle est plus rapide dans ce cas vers la sténose aortique, vers la sténose plutôt que vers la régurgitation. Donc, aussi, la classification en type est recommandée pour savoir l'évolution de l'aortopathie. En fait, quand il y a une fusion entre la cuspide droite et la gauche, le jeu est dirigé vers la paroi aortique de façon antérieure droite. La propagation elle est hélicoïdale. Donc, en fait, quand il y a l'hélicoïdale vers la droite plutôt, il y a une dilatation donc, de la racine aortique, donc une dilatation asymétrique de l'aorte ascendante. Quand il y a une fusion donc, entre la cuspide droite et la non coronaire, le jeu donc, est dirigé vers la paroi aortique postérieure. Il y a une dilatation au niveau donc, de l'arc aortique. Arrivons maintenant au diagnostic positif. Quand faut-il suspecter une bicuspidie aortique? Donc, c'est devant un souffle aortique chez un adolescent ou un adulte jeune, une sténose valvulaire aortique chez un adulte entre 40 et 60 ans. Donc, chez les apparentés au premier degré d'un patient porteur d'une bicuspidie, chez qui la prévalence donc, de bicuspidie est 10 fois plus élevée que dans la population générale. Quand il y a un anévrisme de l'aorte initiale ou dilatation aortique, avec ou non une valvulopathie aortique associée, surtout quand elle est diagnostiquée avant 60 ans. Donc, chez les patients avec coarctation de l'aorte, et dans certains syndromes, comme le syndrome de Turner, la trisomie 21, du George. Donc, pour les signes cliniques, la majorité des patients sont des patients jeunes, porteurs de bicuspidie isolés, sont asymptomatiques et souvent diagnostiqués de manière fortuite. Se traduit à l'auscultation par un souffle mésosystolique éjectionnel 1 à 3/6, donc assez doux à la base, souvent aussi bien audible au deuxième espace intercostal gauche.
Donc, puis l'association fréquente de la bicuspidie et autres lésions vasculaires, l'examen physique de routine doit rechercher systématiquement à l'auscultation la présence d'une coartation de l'aorte ou de communication intercavitaire. Donc, l'ECG et la radiothorax sont normaux. Les anomalies auscultatoires amènent donc le plus souvent à réaliser une échocardiographie. Donc, l'échocardiographie, c'est la meilleure méthode de détection de la bicuspidie, donc non invasive, avec une précision de 93% et une sensibilité de 87% et une spécificité de 96%. Elle permet un phénotypage valvulaire, une évaluation de la fonction valvulaire, une mesure de l'aorte thoracique, bien évidemment une surveillance d'une éventuelle dilatation de la racine aortique. Elle permet de rechercher aussi des lésions associées et des complications comme l'endocardite infectieuse ou la dissection aortique. Donc, il y a deux incidences principales, donc la coupe parasternale grand axe et la petite axe. L'incidence, le grand axe montre une déformation systolique endome du corps, donc des valves qui s'ouvrent comme deux croissants de lignes qui se font face, le plus souvent asymétriques. Donc, cette incidence permet de rechercher aussi donc, les dimensions et la performance d'IVG afin d'exclure une éventuelle malformation associée comme la coartation ou les communications interventriculaires interauriculaires. Elle permet également de mesurer les diamètres de l'anneau aortique, du sinus de Valsalva, de la jonction sinotubulaire et de l'aorte ascendante. Ceci doit être systématique vu donc la forte association de bicuspidie et dilatation de l'aorte ascendante. L'examen au Doppler couleur montre le flux d'éjection valvulaire aortique turbulent et sa direction plus ou moins excentrique, comme le montre donc cette boucle-là d'un patient du service qu'on l'avait donc vu à la vacation congénitale. L'incidence petit axe précise la taille respective de deux feuillets, leur orientation, la présence d'un rafet, donc l'aspect des commissures et leur degré d'ouverture. En systole, en systole, le bord libre des valves n'est pas en contact avec la paroi, donc comme ici, donc n'est pas en contact avec la paroi aortique, avec aspect angle de requin ou un bague large, c'est comme on a dans l'image à droite. Donc, en diastole, donc, on objective l'anatomie exacte de la bicuspidie, l'inégalité de taille des deux valves, donc l'axe de la fermeture excentrée. Donc, pour expliquer un peu de façon un peu plus claire donc, les différents types de la bicuspidie, on assimile donc la circonférence de l'aorte à une horloge, donc sur cette coupe-là, parasternal petit axe. Donc, ici, une représentation d'un type 1 droite-gauche. Voilà la position donc, des commissures entre presque 10h et 5h. Il y a une fusion entre la cuspide droite et gauche et la position de rafet donc presque vers 2h. Donc, c'est le type prédominant. Donc, il représente 70% des cas. Donc, voici un exemple donc, objectivant ce type, donc les commissures sont situées entre 10h et 5h. Voilà. Fusion entre la cuspide droite et gauche, comme on avait dit, avec présence d'une petite fuite aortique au centre. Donc, dans le type 1NR où il y a une fusion des cusps non coronaires et la droite, donc il est présent dans 15% des cas. Donc, le rafet est situé entre donc les sigmoïdes non coronaires et la coronaire droite. S'il y a une fusion entre la cuspide gauche et la non coronaire, donc c'est le type 1LL. Donc, le rafet est situé entre ces deux cuspes, donc la gauche et la non coronaire. Dans le type 0, où il n'y a pas de rafet, donc l'orientation des cuspes se fait donc de façon latérale ou antéro-postérieure. Donc, l'ouverture angle de requin est plus facile à diagnostiquer que dans les formes communes. Donc, c'est une forme qui est un peu plus rare, donc s'observe dans 6 à 7% des cas. Donc là j'ai mis un exemple du même malade du service. Donc,
Le voilà. Il présente une bicuspidité de type 0. On note donc l'absence de rafet et les commissures sont situées presque entre 2h et 8h. Donc, c'est un type 0 antéro-postérieur. Dans le type 2, la valve est considérée comme unicuspide. Il y a 2 rafets avec ouverture arrondie excentrée des valves. Donc, l'évolution dans ce type-là, donc, elle est rapidement vers le rétrécissement aortique et il est rare, s'observe dans seulement 5% des cas. Donc, la sténose aortique, pour les valvulopathies associées à la sténose aortique, donc sur une bicuspidie aortique, représente actuellement 35 à 45% des sténoses aortiques opérées dans les pays industrialisés. Donc, l'évaluation de la sévérité de la sténose aortique est identique à celle d'une sténose sur valve tricuspide, en tenant compte néanmoins du caractère plus large de l'anneau aortique qui peut ainsi induire une surestimation de la surface aortique calculée par l'équation de continuité. En cas de débit cardiaque normal et de fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée, il est donc préférable d'utiliser en premier lieu donc, la vitesse maximale et le gradient transvalvulaire pour estimer la sévérité de la sténose aortique sur une valve bicuspide et garder donc la surface aortique par équation de continuité comme paramètre secondaire. Il est impératif de multiplier donc, les incidences en Doppler continu car le jeu de rétrécissement est souvent excentré. L'insuffisance aortique sur bicuspidie peut être secondaire à la dilatation aortique et ou un prolapsus ou complique une endocardite infectieuse. Le G est donc central lorsque la régurgitation est liée à la dilatation de la racine aortique ou excentrée en cas de prolapsus. Le prolapsus touche le plus souvent donc, la valve en position antérieure. Donc, le jet de régurgitation se dirige alors vers la valve mitrale antérieure. Donc, sa zone de convergence est visualisée donc, au mieux en incidence parasternale grand axe, comme on le voit ici. Donc, l'échocardiographie permet aussi de rechercher les lésions associées en cas de bicuspidie aortique. Une atteinte associée de l'aorte ascendante est fréquente, touchant environ 50% des patients, souvent précoces et potentiellement évolutifs. On recherche systématiquement une dilatation de l'aorte thoracique et un anévrisme de l'aorte. Donc, une autre malformation congénitale associée comme la coarctation, une communication interventriculaire, un rétrécissement aortique sous- ou supravalvulaire, donc un canal artériel persistant ainsi que des anomalies de naissance des artères coronaires. Donc là, à droite, c'est une image donc, échocardiographique d'une bicuspidie objectivant donc, une dilatation anévrismale du sinus non coronaire de Valsalva. Donc, l'autre image, c'est une image scanographique avec donc, reconstruction de la coarctation de l'aorte associée à une dilatation donc, en amont. L'échocardiographie transœsophagienne, l'échocardiographie, donc, le TT, plutôt, l'échocardiographie transthoracique, elle a des limites aussi, notamment si le rafet est difficilement individualisable ou lorsque les valves sont très calcifiées ou s'il y a une mauvaise échogénicité empêchant donc l'évaluation précise. Donc, on a recours dans ces cas à l'échocardiographie transœsophagienne. Donc, elle apporte une image, l'échocardiographie transœsophagienne apporte donc une imagerie plus précise et plus fiable, notamment dans l'analyse des commissures des valves et du rafet. Elle a une sensibilité et une spécificité supérieure à celle de l'ETT dans le diagnostic de la bicuspidie et dans l'étude de la morphologie aortique. Mais sa pratique ne doit pas être systématique. Elle est peut-être intéressante pour la recherche d'une endocardite infectieuse dans l'exploration d'une éventuelle dilatation de la racine aortique, et de mieux donc quantifier une insuffisance aortique ou donc à la recherche d'une dissection de l'aorte. Elle peut être indiquée aussi chez les patients donc peu échogènes ou dans le cadre d'un bilan préopératoire.
Donc, voilà, donc, ce sont une image donc, à gauche objectivant l'aspect endome de la valve aortique avec une dilatation donc, du sinus aortique et de l'aorte ascendante. Ici, donc là, au milieu, là, on note donc la présence d'un râpé entre donc, la coronaire gauche et la non-coronaire en ETO. Donc, et à droite, c'est une image de végétation sur donc, valve aortique. Le scanner cardiaque aussi a une place dans le diagnostic de bicuspidie, surtout l'identification de la morphologie de la valve aortique avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 95%. Donc, permet également de déterminer le score calcique ainsi qu'une évaluation plus précise de l'aorte au prix donc, de la nécessité d'une injection, bien sûr, d'une irradiation. Donc là, c'est une image de bicuspidie de type 0 associée à une coarctation aortique sur un coupe scanographique. Celle-là aussi objective des calcifications au niveau des valves aortiques bicuspides. Quel apport donc de l'IRM dans la prise en charge de la bicuspidie aortique? Donc, c'est un complément d'imagerie très utile pour le diagnostic et l'évaluation de la bicuspidie aortique. Il a une haute sensibilité et spécificité en comparaison avec l'échocardiographie dans le diagnostic et le bilan des lésions associées, notamment la coarctation aortique et l'anévrisme de la racine aortique. Elle permet également d'établir donc une typologie de l'aortopathie associée à cette bicuspidie. Donc, voilà, donc, ça c'est le type 0, l'aorte est normale, donc le type 1 où il y a une donc, dilatation de la racine aortique. Là, c'est le type 3, donc il y a une dilatation diffuse de l'aorte ascendante et de l'arc aortique. Donc, une situation un peu particulière ici, donc, qui s'observe, c'est la bicuspidie aortique et grossesse. Voilà donc cet article publié en mars 2020 dans la réalité cardiologique qui conclut donc qu'une grossesse est tout à fait donc, possible sans problème particulier chez les parturientes donc, avec une bicuspidie aortique. Mais il est donc important de réaliser une évaluation complète de la valve aortique et de l'aorte donc préconceptionnelle, donc avant la grossesse, ou le plus précocement en cas de grossesse. Donc, et de discuter le résultat et les éventuelles mesures thérapeutiques avec la patiente et son entourage. Donc, le sport est-il donc autorisé ou non chez les patients qui ont une bicuspidie aortique? Donc, cet article-là, publié en 2013, donc, confirme qu'une aggravation est observée chez plus de 10% des athlètes. En fait, donc, en l'absence de facteurs productifs évolutifs actuellement fiables, une surveillance cardiologique doit être donc, faite très régulièrement et les autorisations de pratique de sport doivent être individualisées. Nous arrivons donc maintenant au traitement. Donc, selon cet article publié en 2010 dans l'American Heart Association, donc, qui se réfère surtout aux recommandations américaines, donc, qui disent qu'il est raisonnable de donner un blocage bêta-adrénergique aux patients atteints de bicuspidie aortique et dilatation de la racine aortique avec un diamètre supérieur à 40 mm, qui sont non candidates à la correction chirurgicale et qui n'ont pas de rétrécissement aortique modéré. Donc, un traitement par statine n'est pas actuellement indiqué dans la bicuspidie aortique. La prévention de l'endocardite infectieuse ne fait plus partie des dernières recommandations nord-américaines car la bicuspidie aortique n'appartient plus aux affections à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc, les différentes méthodes chirurgicales de la bicuspidie aortique comprennent donc le remplacement valvulaire aortique pour les bicuspidies sténosantes, l'intervention de Ross pour les bicuspidies surtout sténosantes et fuyantes, le 2, donc, et la réparation valvulaire uniquement pour les bicuspidies fuyantes. Ces gestes valvulaires donc, sera isolé ou associé à un geste sur l'aorte ascendante. Pour les indications opératoires de rétrécissement ou insuffisance aortique sont identiques pour les patients porteurs d'une valve bicuspide ou tricuspide.
En ce qui concerne donc l'insuffisance aortique, une chirurgie donc est indiquée en présence d'une IAO sévère symptomatique associée à une dilatation donc de l'aorte ascendante ou asymptomatique avec retentissement sur VG, donc un diamètre télésystolique de VG supérieur à 50 mm ou FVG donc inférieur à 50%. Sinon, un suivi est préconisé. Donc, cette diapositive-là représente les différents tableaux résumant donc les recommandations concernant les indications d'une intervention chez les patients présentant un rétrécissement aortique symptomatique ou asymptomatique, ainsi que les modalités du choix des moyens d'intervention selon les recommandations dernières recommandations ST 2021. La présence d'une bicuspidie aortique modifie donc l'indication en ce qui concerne l'aorte ascendante. Lorsqu'il existe une dilatation isolée de l'aorte ascendante, les Européens fixent le diamètre chirurgical limite de l'aorte à 50 mm selon les recommandations 2021. C'est une recommandation donc classe 2A avec un niveau de preuve C. Donc, en revanche, lorsqu'il existe une indication chirurgicale valvulaire pour une bicuspidie fuyante ou sténosante, l'aorte ascendante doit être donc remplacée dans le même temps lorsque son diamètre atteint 45 mm. Donc, c'est une recommandation classe 2 avec un niveau de preuve C aussi. Le geste chirurgical dépend donc de la localisation de la dilatation anévrismale, de son extension et des lésions valvulaires associées. En cas de localisation supracoronaire, donc le remplacement de l'aorte ascendante est réalisé par greffe prothétique respectant l'échilo aortique isolé ou associé à un geste valvulaire, donc réparation ou remplacement. En cas de dilatation du échilo aortique avec nécessité de remplacement valvulaire, une chirurgie de dental est donc réalisée. TAVI et bicuspidie, c'est la nouveauté donc. Les recommandations européennes récentes autorisent le TAVI après discussion pluridisciplinaire, bien sûr, chez les patients de 75 ans et plus, mais la chirurgie reste quand même préférée dans ce type-là. Donc, cet article-là, publié donc, récemment, en novembre 2021 dans la cardiologie pratique éclaircit un peu les contre-indications de TAVI dans la bicuspidie autres que les patients moins de 75 ans. Donc, sont essentiellement des facteurs anatomiques, notamment la présence d'une dilatation de l'aorte ascendante avec un diamètre supérieur à 45 mm, une coronaropathie sévère associée, une valvulopathie coexistante nécessitant un traitement et surtout une distribution du calcium jugé donc dangereux pour une technique transcathétaire. Donc, le TAVI n'est plus une contre-indication dans la bicuspidie aortique, sauf qu'il faut bien choisir la taille de l'anneau pour ne pas avoir donc des ruptures ou des fuites paraprothétiques après. Le rythme de surveillance dépend de la sévérité de l'atteinte valvulaire aortique et de la dilatation de l'aorte thoracique. Le porte sur le fonctionnement valvulaire, le diamètre de l'anneau, les mesures de la racine aortique et de l'aorte ascendante. S'il existe une valvulopathie sévère asymptomatique, le suivi semestriel est recommandé, notamment quand il existe un rétrécissement aortique. La spécificité de la bicuspidie est liée à la forte donc, prévalence de complications aortiques aiguës. De ce fait, donc, les recommandations américaines insistent particulièrement sur les modalités de surveillance de la taille du échilo aortique en écho, par l'écho ou le scanner ou l'IRM annuel. En cas donc, de diamètre supérieur à 40 mm ou supérieur à 21 mm par mètre au carré. Donc, une approche globale obligatoire dans la bicuspidie aortique. Il faut une évaluation clinique adéquate avec étude des antécédents personnels et familiaux. L'échocardiographie donc, est à la base donc, du diagnostic, de l'évaluation et de la surveillance. Bien sûr, c'est aidé par une imagerie multimodalité, le scanner ou l'IRM. Donc, ça permet une étude donc, de la fonction valvulaire, de l'aortopathie associée et leur prise en charge, la correction donc, du vis valvulaire et bien sûr une chirurgie de l'aortopathie quand elle est indiquée.
Et il faut une bonne surveillance, que ce soit donc avant ou après une éventuelle chirurgie par voie percutanée ou par voie chirurgicale. Donc, une brève conclusion. Donc, en conclusion, la bicuspidie aortique est une pathologie qui est fréquente et qui rentre donc dans le cadre d'une aortopathie avec des formes sporadiques et des formes familiaux. Le pronostic est lié donc aux complications évolutives. L'intérêt de faire une classification anatomique pour produire l'évolution. L'échographie est en première ligne pour le diagnostic positif et le suivi des bicuspidies. Il faut donc une imagerie multimodalité dans cette pathologie. Merci pour votre attention. Merci, docteur Bonzar, pour ton cours sur la bicuspidie aortique. Et je voudrais, avant de parler du fond, du contenu de ta présentation, je voudrais juste rappeler que lorsqu'on prépare les plaques, il vaut mieux que ce ne soit pas trop condensé pour qu'on puisse suivre avec toi l'ensemble de ta présentation. Mais sinon, les messages étaient clairs. Il y avait des petits messages qui étaient clairs dans chaque chapitre, dans chaque sous-chapitre. Et j'aimerais voir l'audience, enfin les résidents qui sont avec nous, s'ils ont une question ou si quelqu'un peut nous faire un petit résumé de ce qu'il a pu apprendre durant ces 3 quarts d'heure. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut prendre la parole ou est-ce que vous voulez qu'on désigne quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Docteur Malik. Merci. Merci, docteur Boutar, pour cette belle présentation. Je m'excuse, je me suis connecté à la fin. Je suis à l'hôpital. Donc, j'ai une question qui me préoccupe. C'est que dans la bicuspidie aortique, c'est les patients qui sont désirants de poursuivre une grossesse. Quels sont les paramètres à évaluer donc pour éviter une circonstance mortelle chez la patiente? D'accord. Merci, docteur Malik. Là, j'ai vu un article ils ont dit que chaque fois qu'une patiente désire une grossesse, donc c'est mieux de passer d'abord par une évaluation cardiaque avant pour évaluer les valvulopathies, s'il y a une dilatation de l'aorte ou un anévrisme, donc même pour rechercher donc d'autres cardiopathies congénitales comme s'il y a une communication interventriculaire ou même rechercher d'autres syndromes, c'est ça. Donc c'est surtout la fonction valvulaire. L'aorte, c'est surtout donc la fonction valvulaire et l'aorte et la fonction du VG. C'est ça essentiellement. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une question, une remarque? Bonsoir tout le monde. Donc, bonjour professeur, c'est Dr Karmouchi. Donc, j'ai une petite question. Je ne sais pas si elle a été citée pendant le cours parce que je me suis connecté un peu plus tard. Donc, est-ce qu'en cas de découverte de bicuspidie, est-ce que c'est systématique de faire un dépistage familial ou ce n'est pas la peine? Merci. Merci, Dr Karmouchi. Donc, dans ces cas-là, les recommandations ne sont pas très claires. Donc, certains ils disent qu'il faut faire un dépistage, donc surtout si ce sont des parents de premier degré, puis donc le facteur congénital qui est donc retrouvé dans la bicuspidie aortique, mais ils ne sont pas très clairs dans ce sujet-là. Même si c'est une transmission autosomique dominante, ça va être 50. Même si c'est une transmission autosomique dominante, d'après ce que j'ai pu suivre avec vous. Donc, est-ce que le dépistage, il ne faut pas le faire systématiquement dans ce cas? C'est juste pour les recommandations, il n'y a pas de notion claire dans ce sens-là. Mais le dépistage, surtout s'il s'agit d'un patient du premier degré, d'un parent du premier degré, c'est mieux je pense que c'est mieux de faire le dépistage. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Oui, répète ta question, Sir Mouchi. C'est par rapport au dépistage. Voilà, effectivement, puisque c'est une transmission autosomique dominante, est-ce que Oui. il faut pas faire systématiquement un dépistage de la picuspidie chez les autres membres de la famille? Voilà. Bah, systématiquement, faut qu'on vérifie les recommandations, mais c'est vrai qu'il faut rechercher au moins, pas au moins les gènes, mais on peut faire des échographies, il faut au moins examiner les membres de la famille, les descendants. Au moins, un examen, on peut trouver un souffle de rétrécissement aortique ou un souffle de fuite aortique. Et puis, voilà. D'accord. Je voulais juste aussi. Parce que faire un dépistage, ça va peut-être pas retentir sur la prise en charge, mais plutôt aller examiner, c'est plus simple. Examiner Je et voulais rechercher. juste aussi ajouter au stade, si vous permettez. Oui. Je voulais juste ajouter que cette transmission autosomique, ce n'est pas confirmé parce qu'ils ont remarqué qu'il y a donc 3 hommes atteints par cette pathologie, donc sur une femme. Donc, ce n'est pas aussi confirmé. Oui. Alors, Dr Bonzar, de façon claire, de façon plus claire, en dehors du dépistage, quand on découvre une bicuspidie de l'aorte, c'est ça le message qu'il faut retenir pour les plus jeunes. Quand on fait une échocardiographie, on découvre une bicuspidie de l'aorte, il faut chercher la fonction valvulaire. Parce que suite à une bicuspidie ou une valve tricuspide, peut-être à long terme, quand on a un rétrécissement aortique, toutes les lésions, que ce soit rhumatismale ou bicuspide, se rejoignent à la fin. Ça donne à la fin un rétrécissement aortique calcifié. Mais quand on trouve une bicuspidie, il faut absolument bien sûr vérifier l'atteinte valvulaire, mais il faut aussi rechercher les malformations associées à cette bicuspidie. C'est ça l'intérêt. Quand on a une dilatation de l'aorte, tu l'as bien dit, c'est une aortopathie. Il faut rechercher une dilatation anévrismale de l'aorte. Il faut rechercher une coarctation de l'aorte, il faut chercher une communication interventriculaire. Il ne faut pas passer à côté de ces malformations. Oui, mais sinon, à long terme, au stade de valvulopathie avancée, les lésions valvulaires se réunissent sur le plan anatomopathologique. N'est-ce pas, docteur Bonzar? D'accord, oui, est-ce que c'est ça le message que tu voulais nous transmettre? Bien sûr, Stade, bien, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Donc, c'est ça, c'est surtout pour aller chercher les valvulopathies et l'aortopathie associée. C'est ça qui est plus important. De façon claire, sincèrement, Dr Bonzar, ce soir, nous a donné une belle image, une belle iconographie, mais je suis certain que Dr Redaba y est pour quelque chose. Dr Redaba, il est connecté avec nous. Je suis certain que c'est lui qui a peut-être fourni les images du scanner et des échographies. Alors, pour les plus jeunes et ceux qui font de l'échographie, il y a des images qui sont parlantes. Tu l'as montré tout à l'heure, quand tu fais la parasternale grand axe, et quand tu vois l'image en dôme, l'ouverture en dôme des valves aortiques sur une parasternale grand axe doit faire évoquer la bicuspidie de l'aorte. Il faut aller rechercher la prochaine étape, c'est ça le raisonnement. D'accord. Il faut aller en coupe transpulmonaire pour aller voir l'ouverture de la valve aortique et rechercher, comme tu l'as bien décrit tout à l'heure, rechercher le bec, la gueule, tu as bien dit, la gueule du requin. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le requin, voilà, il faut montrer avec le curseur, s'il te plaît, essayer de montrer avec ton curseur. C'est l'orque, c'est plutôt l'orque, le gros requin qui ouvre sa bouche. Enfin, il dévore, voilà, c'est l'ouverture qui ressemble aussi, qui est évocatrice. D'accord. Il faut connaître aussi l'intérêt de l'ETO, comme tu as marqué tout à l'heure. Mais c'est surtout, généralement, tu as la transthoracique, elle est suffisante pour évoquer le diagnostic, surtout en coupe transaortique. Mais le TO trouve son intérêt surtout dans l'évaluation de l'aorte, mais aussi lorsqu'on a une endocardite. Non, oui, une complication pour chercher oui, c'est ça. D'accord. Et il faut aussi la rechercher quand on a un rétrécissement aortique chez un sujet jeune. Hein? Oui, lorsque les valves ne sont pas calcifiées. Moi, je fais des petits rappels aussi pour les jeunes qui sont avec nous. Je suis certain peut-être qu'ils n'ont pas pu tout suivre, mais pour que le cours soit intéressant pour tout le monde. Regardez l'aspect des valves sur la figure A. Oui, ça va être des petites valves qui sont fines. Oui. Pour ceux qui assistent à la vacation des valvulaires, quand le malade a un rhumatisme articulaire aigu, ce qui est jeune, les valves sont trop épaisses. Donc, en 2 dimensions déjà, avoir un rétrécissement aortique chez un sujet jeune avec des valves comme ça qui sont fines et qui s'ouvrent en dôme doit faire évoquer le diagnostic d'une bicuspidie. C'est important. C'est vrai que quand tu auras un gradient qui est significatif, à plus de 40 mm de mercure, une surface qui est serrée, c'est vrai que tu vas préparer ta lettre de chirurgie. Mais le but, ce n'est pas ça. Il faut chercher les malformations associées.
Parce que ce genre de malade, si tu opères ce genre de malade pour la valve aortique et qu'il a une aorte à 50 mm de mercure, à 45 mm de mercure, à ce moment-là, il faut changer la valve aortique et l'aorte ascendante. C'est ça, oui. Donc, c'est ça le but. C'est ton indication opératoire qui va changer. C'est ça, docteur Bonzar? C'est ça, Oustaz, bien sûr. Et tu as dit tout à l'heure, il y a la question, parce que nous, les plus jeunes, dans quelques années, eh bien, ça commence dès maintenant. La question qui me tracasse maintenant, c'est le TAVI. Les gens commencent à faire du TAVI chez les patients avec une bicuspidie. Et ça, c'est une nouveauté, et ça, c'est bien, il faut encourager. Sauf que ça pose problème. Pourquoi ça pose problème, docteur Bonzar? C'est surtout pour essentiellement des problèmes anatomiques, la taille de l'anneau aortique. Voilà, c'est l'anneau qui est très dilaté. Et les valves qui sont disponibles actuellement, je pense qu'ils sont limite. C'est un peu limite, c'est 29 ou 30 mm. Oui, c'est ça. Du coup, ça pose problème aussi. Et lorsque tu as une aorte dilatée, comment tu vas traiter cette bicuspidie, cette valve aortique? Tu vas traiter la valve aortique et l'aorte, tu vas la laisser. Alors, autre problème qui est technique dans le TAVI, c'est l'abouchement des coronaires. Parce que, comme tu l'as bien décrit, quand tu as une déformation de l'aorte initiale, au niveau du sinus de Valsalva, la naissance des ostia coronaires, elle est modifiée et tu as besoin d'une distance d'au moins 10 mm à partir de l'anneau aortique pour mettre ta valve TAVI. D'accord. Et si tu ne fais pas un scanner correctement, il faut bien étudier la naissance des coronaires par rapport à l'anneau aortique avant d'implanter une valve TAVI chez un malade avec une bicuspidie, parce que sinon, ta valve va fermer les coronaires. Ah oui. Et ça peut provoquer un infarctus péropératoire. Effectivement. Donc, il faut vraiment l'indication du TAVI dans la bicuspidie, c'est du cas par cas. Et il faut bien étudier le pré-TAVI avant de se lancer pour poser une valve de ce genre. Effectivement. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, docteur Bonzar? Donc, c'est bon, je pense que vous avez tout dit. J'ai tout dit, c'est toi qui as tout dit. Hein? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Le trouble de la conduction dont tu as parlé tout à l'heure, les BAV dans l'examen clinique, c'est fréquent. Oui. Dans les bicuspidies. Dans les bicuspidies, oui. Tu ne nous as pas dit par quel mécanisme. Donc, s'il y a donc, le risque infectieux, l'endocardite infectieux, donc il peut donner, dans ces cas-là, il peut donner un BAV. Donc, est-ce que c'est les calcifications? C'est un stade très avancé. Oui, parce qu'il y a toujours il y a une fréquente association de calcification sur la valve bicuspide. Il faut le dire. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Vous avez des questions? Bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est Dr Mohamed Kassar. Je tiens à remercier Dr Boutar pour la qualité de sa présentation. Et aussi, j'ai une question à lui poser. Donc, je voudrais savoir quel est le type de bicuspidie qui évolue le plus vers une dysfonction valvulaire. Oui. J'ai mal entendu ta question. D'accord. Donc, ma question, c'était quel est le type de bicuspidie qui évolue le plus vers une dysfonction valvulaire? Est-ce que c'est le type 0, le type 1 ou le type 2? D'accord. Tu peux répondre, Steph? Allez-y, vas-y, docteur Bonzar, réponds à cette question. D'accord. Donc, en sachant que le type 1, c'est le type le plus fréquent, il représente donc 80%. Donc, dans ce type-là, donc, on a 3 sous-catégories. Donc, soit une fusion entre la cuspide droite et l'anneau coronaire. Donc, c'est la forme qui représente donc la majorité de ces sous-catégories. Donc, dans ces cas-là, il y a plus d'évolution vers la sténose aortique que des fuites. Donc, par contre, le type 0, ce n'est pas assez beaucoup, donc il représente seulement 6%, mais l'évolution est rapide vers la sténose. Parce qu'il y a seulement des commissures et l'ouverture aortique, donc il y a un étirement c'est une contrainte hémodynamique, il y a un étirement de cuspide. Donc, ce forme-là, il évolue rapidement et précocement vers la sténose aortique, mais ça ne représente pas beaucoup, donc il représente seulement 6 à 7%.
D'accord, merci, docteur Boutar. Merci à vous. Merci. Donc, l'essentiel, c'est que vous évaluez votre valve aortique comme vous le faites d'habitude en échocardiographie, en termes de gradient, vous évaluez la fuite, la sévérité de la fuite et de la sténose en cas de présence de sténose. Mais il faut chercher l'aspect de bicuspidie. Et en cas de présence de bicuspidie, il faut absolument aller chercher l'aorte et chercher soit une coartation, soit une dilatation de l'aorte, ce qui peut être très en faveur de la bicuspidie. Et en même temps, dans certaines situations, on peut avoir le contraire. On peut avoir une fuite aortique ou un rétrécissement aortique avec une dilatation de l'aorte ascendante. Oui. À ce moment-là, il faut absolument penser à la bicuspidie. Parce que normalement, tu n'as pas parlé du diagnostic différentiel, docteur Gonzalo. Quand tu as une fuite aortique ou un VAC sur des valves rhumatismales, tu n'as pas de dilatation de l'aorte ascendante. C'est moins fréquent, Oui. que dans la bicuspidie. Tu vois, donc parfois, ce qui attire ton attention, c'est la dilatation de l'aorte qui est très importante. Parfois, ce qui attire ton attention, c'est la présence d'une coartation. Et il faut aller chercher cette bicuspidie de l'aorte lorsqu'il y a une fuite ou un gradient sur la valve. Oui. Surtout que la forme commune, c'est souvent confondu avec une valve tricuspide. Parce qu'à un stade, on ne fait plus de différence entre la tricuspide ou la bicuspide parce qu'il y a tellement de calcifications et on n'arrive pas à faire la part des choses. Oui, effectivement. Donc, dès que tu penses dès que tu vois une aorte dilatée, hein, avec une fuite aortique, il faut penser à la bicuspidie parce que peut-être qu'il y aura d'autres complications associées et avant d'opérer le malade, il faut les chercher avant d'envoyer le malade en chirurgie. D'accord, oui. OK? Il y a d'autres questions? Bonsoir, c'est Dr Rida. Bonsoir, professeur Benouna. Si vous le permettez. Ça va? Ça va, ça fait plaisir de vous rejoindre. Ça fait plus d'un an qu'on s'est quitté de loin, mais on est toujours en contact de près. Pour nous. Hein. Donc, c'est un sujet très intéressant et je remercie Dr Boutar pour ce sujet. Moi, si je vais parler un peu, c'est par rapport à l'IA dans la bicuspidie, qui est une IA. L'IA, de façon générale, il est difficile à évaluer en écho, et surtout quand il s'agit de bicuspidie. En fait, l'IA dans la bicuspidie, le plus souvent, il est par mécanisme, par prolapsus. Et du coup, ce sont des IA excentrées et les mesures quantitatives ne sont pas très fiables, notamment la SOR. Donc, on doit se contenter des signes indirects, notamment la dilatation du VG, l'hyperdébit aortique, en général plus de 10 litres par minute, et la vitesse au niveau de l'isthme télédiastolique, plus de 18 à 20. Donc, ce sont ces critères qu'on regarde en général pour apprécier cette sévérité. Mais aussi, on peut calculer le volume régurgité sans passer par la PISA et la SOR, parce qu'une IA sévère, quand on a un volume régurgité plus de 60 ml, et c'est par une méthode qui est assez simple. C'est en calculant le débit aortique par la mesure de calcul qu'on connaît, l'ITV sous-aortique. Le débit, c'est pi r au carré pour avoir la surface aortique, et c'est la surface fois l'ITV sous-aortique. Et le R, c'est la chambre de chasse. Donc, on calcule le débit aortique, on calcule le débit pulmonaire. En étant en petit axe, on mesure la chambre de chasse sous-pulmonaire. On fait pi r au carré pour avoir la surface pulmonaire et on multiplie par l'ITV sous-pulmonaire et on a le débit pulmonaire. En général, le débit pulmonaire, s'il n'y a pas de DIA, il est égal au débit aortique. Mais quand il y a une régurgitation aortique, donc on aura un hyperdébit aortique. Donc le débit pulmonaire, le débit aortique moins le volume régurgité égal au débit pulmonaire, et on peut faire la soustraction et on a le volume régurgité, et quand il est plus de 60 ml, c'est une IA sévère. Donc c'était ça la particularité dans l'évaluation des essais. Merci Dr Reda pour cette remarque. Mais tu es en train de soulever j'ai une idée qui est pas mal dans ce sens. Quand je parle de l'évaluation de la fuite aortique, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée lorsqu'il s'agit en général et surtout en cas de bicuspidie de l'aorte. Les données que tu as avancées sont intéressantes, mais il faut proposer des solutions beaucoup plus simples. Vous savez, quand vous avez un malade qui a une fuite aortique importante, on oublie souvent le côté clinique. On se perd toujours dans le côté échographie, mesure des débits, etc. Et par la suite, on peut alors qu'on a des éléments qui sont plus simples.
Alors, quand vous trouvez une fuite aortique, alors que vous êtes en train de faire l'échographie, ayez ce réflexe de jeter un coup d'œil sur les carotides. Vous aurez une danse des artères. En cas de fuite aortique importante, il ne faut pas qu'on oublie les éléments cliniques d'une fuite aortique importante. N'est-ce pas, docteur Reda? Reda, tu m'entends? Oui, bien sûr, sur le plan clinique, tout C'est la à danse fait. des artères. Quand tu prends la pression artérielle du patient, tout à fait. On a des quand tu prends la pression coups artérielle du malade, tu as un élargissement de la pression différentielle. Tout à fait. Et tu peux avoir des pressions artérielles genre 18, 6, des trucs comme ça, et ça doit t'orienter vers une fuite aortique importante. Maintenant, ce qui est encore plus... ça c'est par rapport à l'évaluation de la sévérité, mais moi je fais toujours confiance à un élément, et excusez-moi si je fais des répétitions, c'est surtout pour les jeunes qui viennent de commencer la spécialité. Quand on parle de fuite aortique en général ou de fuite mitrale, on parle de surcharge volumétrique diastolique. Et quand on a une surcharge volumétrique diastolique, on a, première réponse, une dilatation du ventricule gauche. Donc, c'est très important de rappeler les signes indirects de la fuite importante, que ce soit aortique ou mitrale, qui peuvent nous orienter vers une fuite aortique sévère, c'est la dilatation du ventricule gauche. C'est exceptionnel d'avoir une fuite aortique en dehors de la fuite aortique aiguë. Bon, une fuite aortique chronique, on doit avoir un VG qui est dilaté. Et donc, en plus de ça, la dilatation elle est beaucoup plus importante du ventricule gauche. Donc, les signes indirects sont aussi importants en association aux éléments cliniques pour juger de la fuite aortique qui est importante. N'est-ce pas, docteur Reda? Oui, tout à fait, exactement. On reste toujours clinique au début, on sera orienté et l'écho en général, c'est des éléments qui vont se rajouter pour confirmer. Bien sûr, il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres dans l'évaluation de la sévérité d'une fuite aortique. Il faut qu'il y ait beaucoup de paramètres qui concordent pour qu'on puisse retenir le diagnostic d'une IAO sévère pour pouvoir opérer le malade. Voilà. Tout à fait. Le dernier point que vous avez bien souligné, c'est toujours rechercher une association à une coarctation. Et je me rappelle d'un patient qui a été adressé pour chirurgie pour IA sévère avec dilatation du VG. Et quand on lui avait fait l'écho, finalement, l'IA n'était pas sévère. Il n'y avait aucun critère de sévérité à part la dilatation du VG qui était hypertrophiée. Et finalement, il y avait une coarctation qui hypertrophiait et dilatait le VG qui était une coarctation serrée. Et la valvulopathie n'était pas du tout sévère. Donc, finalement, la conduite a été changée. Au lieu de lui remplacer sa valve, c'était plutôt une cure de coarctation. Et là aussi, ça me rappelle beaucoup de malades, des malades quand on a l'examen clinique est très important aussi parce que quand tu parles de coarctation, généralement les poufs fémoraux sont plus ou moins absents, à part s'il y a une reprise par d'autres artères. Mais généralement dans la coarctation, on peut avoir les poufs fémoraux sont absents. N'est-ce pas, docteur Reda? Oui, oui, tout à fait. Le plus souvent absent ou aboli avec différentiel tensionnel au niveau des chevilles. L'examen clinique, honnêtement, moi, le message que je veux voir, c'est qu'il faut toujours associer l'examen clinique qui peut nous rapporter beaucoup de renseignements avec les éléments de l'échocardiographie pour pouvoir prendre des décisions. Il ne faut pas oublier aussi que dans la fuite aortique aussi, elle peut donner une hypertrophie ventriculaire gauche. Mais dans un premier temps, elle dilate le ventricule gauche. Hein? Elle dilate dans un premier temps le ventricule gauche, mais à un certain moment, le ventricule gauche dilaté, il éjecte à travers un orifice aortique qui est plus ou moins rétréci par rapport au volume du ventricule gauche diastolique. Et du coup, le ventricule gauche s'hypertrophie à la fin. C'est le contraire du rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique au début, il s'hypertrophie, d'accord? Puis il se dilate. N'est-ce pas, docteur Reda? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'était ce petit message que il n'est pas rare de voir, durant le suivi d'une fuite aortique avec un VG dilaté, durant le suivi, un épaississement du septum par la suite, c'est physiologique, c'est physiopathologique, ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça sera tout. Il faut chercher aussi des anomalies de naissance des artères coronaires, docteur Reda, dans le cadre de la bicuspidie. Je ne sais pas s'il a été dit dans le topo ou pas. Des anomalies de naissance. Surtout pour les contre-indications donc, la chirurgie. TAVI, oui. Surtout le oui. Même pas le TAVI. On a eu, je connais une jeune fille de 15 ans qui a été suivie pour une fuite aortique. Sur une bicuspidie, elle a été se faire opérer en France parce que la fuite était devenue sévère. Et quand ils l'ont opérée, ils ont trouvé une artère coronaire unique. Ah, d'accord. Ben, ils ont refermé.
parce qu'apparemment, c'est une contre-indication opératoire. D'accord. Elle n'a pas été opérée. Enfin, ils ont ouvert, ils ont trouvé une artère coronaire unique et ils sont ressortis. Donc, il faut aussi rechercher les artères coronaires, aussi les anomalies de naissance des artères coronaires, plutôt chez les jeunes. Hein, chez les jeunes. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Oussad, bonsoir. Bonsoir. Une question? Tu veux poser une question? Oui, Oussad, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonsoir. C'est Hatim, résidente première année. Donc, tout d'abord, je remercie le docteur Bar pour sa présentation. Et pour ma question, s'il vous plaît, parce que c'est pour nous, autant que jeunes, de visualiser la bicuspidie. Et je veux savoir s'il y a une astuce pour en fait visualiser le graphique, faire la différence entre une tricuspide et une bicuspidie à un seul graphique. Est-ce qu'il y a des éléments si on n'arrive pas à les voir? Oui. D'accord. Donc, Si on n'arrive pas à visualiser la bicuspidie, s'il y a d'autres critères, d'autres éléments en échographie pour nous orienter. D'accord. C'est effectivement ce qu'on a déjà vu. Donc, vu que la forme commune de la bicuspidie aortique, il y a une seule rafée. Donc, c'est peut-être confondu avec une valve tricuspide. Donc, les critères, donc, c'est l'ouverture de la valve aortique, l'ouverture en gueule de requin. Donc, cet aspect-là, donc, on est déjà sur la plaque. Cette ouverture-là, donc avec les bords des commissures qui ne tapissent pas la paroi aortique. Docteur Bonzar, alors il fallait, excuse-moi si je t'interromps, pour la gueule de requin, pour les plus jeunes, il faut leur montrer cette ouverture de la valve aortique normale, tricuspide. D'accord? D'accord. Donc, docteur Hatim, si tu peux voir en échographie, si tu es de garde, essayer de faire une coupe comme ça, transaortique, et voir l'ouverture tricuspide des trois cuspes ouvertes, et tu vas connaître la différence entre une ouverture normale avec cette ouverture en gueule de requin. D'accord. Oui, ça c'est surtout, ça c'est un systole. Un diastole. Docteur Bonzar, essayez de prendre une photo. Moi, c'est juste anecdotique. Essayez de rentrer sur Google, docteur Hatim, ou là les jeunes, et essayez de sortir la gueule de requin en image. Et vous allez trouver, vous allez vous comprendre de quoi on parle. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la gueule de requin. D'accord. Parfois, c'est difficile. À part la gueule du requin, est-ce qu'il y a d'autres pour nous orienter ou il y a juste… Donc ça c'est pour l'incidence petit axe. Pour l'incidence grand axe, donc il y a cet aspect-là, aspect domé, aspect endome. C'est celle-là. Donc en diastole, le coupe petit axe, donc on voit donc l'inégalité des tailles des tailles des commissures. Donc, ce sont des commissures qui sont inégales on voit clairement le rafet qui s'est détaché donc, à ces deux commissures. Donc, surtout en systole avec cet aspect-là, avec cet aspect de gueule de requin, avec la paroi aortique qui donc tapisse pas les bords de la paroi aortique. Plutôt donc les commissures qui ne tapissent pas le bord de la paroi aortique. Ça, je pense. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a plus de questions, ben, je remercie le Dr Bonzar pour la qualité, pour son topo qui était très intéressant, qui a suscité une belle discussion. Merci, et bon courage, à bientôt. Salut. Merci.